Aujourd'hui, on va parler d'une maison parfaite, d'une famille parfaite et de tout ce qui pourrit derrière les murs. Dans La femme de ménage, Millie sort de prison, dort dans sa voiture et n'a qu'une option pour ne pas retourner derrière les barreaux, accepter un poste de femme de ménage chez un couple riche, Nina et Andrew Winchester, dans une belle maison de banlieue américaine. Sur le papier, c'est le job idéal. Dans la réalité, c'est un piège psychologique où se mélangent séduction, humiliation, manipulation et violence invisible. Ce film n'est pas une histoire de manipulation classique, c'est une autopsie des dynamiques sociales modernes. Qui domine vraiment dans un couple? Qui tient le récit? Qui fabrique l'image? Ce que beaucoup n'ont pas vu, c'est que le vrai sujet n'est pas la tension, c'est la hiérarchie. Hiérarchie de classe, hiérarchie émotionnelle, hiérarchie dans le regard des autres. Et c'est là que le film devient intéressant. La femme de ménage est l'adaptation du best-seller de Frida McFadden, The Housemaid, un thriller domestique qui a cartonné en librairie avant de passer au cinéma. On suit Millie Calloway, une jeune femme en liberté conditionnelle après 15 ans de prison pour avoir tué un homme qui agressait sa colocataire. Sans travail, elle risque de retourner en prison, alors quand une riche femme, Nina Winchester, lui propose de vivre chez elle comme femme de ménage, elle n'a pas vraiment le choix. Les Winchester ont tout pour faire rêver. Grande maison, argent, petite fille mignonne, image parfaite de couple bourgeois. Mais dès que Millie s'installe, la maison devient un espace d'enfermement. Sa chambre est au grenier, avec une porte qui peut se verrouiller de l'extérieur. Nina est imprévisible. Un jour fragile, le lendemain agressive. Andrew semble protecteur, stable, rassurant. Mais rapidement, l'ambiance devient étrange. Nina humilie Millie, puis s'excuse, puis recommence. Andrew se montre attentionné, peut-être trop. Il défend Millie contre Nina, la rassure, la console, jusqu'à entamer avec elle une relation intime. Pour Millie, qui sort de prison, le fantasme devient clair. Et si elle pouvait remplacer Nina? Prendre sa place dans la maison, dans le couple, dans cette vie bourgeoise. Et là, le film joue avec notre perception. On croit comprendre, puis on doute, puis on change de camp. Ce qui se passe réellement, une bataille silencieuse pour le contrôle du récit. Le scénario nous emmène vers une question essentielle. Qui manipule-t-il? Chaque scène est construite pour te faire prendre parti, puis te faire regretter ton choix. La maison a une histoire. Nina aurait déjà été internée pour avoir tenté de noyer sa fille et pour des tentatives de suicide. La légende officielle, c'est que Nina est folle et qu'Andrew est un mari courageux qui tient tout ensemble. Sauf que le film va progressivement retourner ce récit. Compréhension du scénario et théorie. Il y a deux grandes lectures possibles à mon sens. Théorie 1. Le thriller classique. Nina est instable. Andrew et leur fille sont les victimes de ses agissements, mais Andrew a un côté obscur. Sa mère semble exigeante et froide. Pour elle, la perfection est un privilège, mais cela ne va pas plus loin. On n'a pas plus d'infos sur l'enfance d'Andrew et du pourquoi il est ce qu'il est. Millie se retrouve dans cet univers toxique et tente de survivre. Lecture simple, efficace, rassurante, à première vue. Théorie 2. Le piège social. Et si Andrew était le véritable stratège? Et si la rivalité féminine n'était qu'un écran de fumée? Dans cette lecture, le film parle de patriarcat moderne subtil. Les femmes s'affrontent pendant que le pouvoir réel reste invisible. Ce n'est jamais dit clairement, mais les regards, les silences, les micro-détails laissent planer le doute. Et c'est ce flou qui rend le film intéressant. Critique globale anglophone et française.
Les points forts. Beaucoup de critiques voient La femme de ménage comme un thriller domestique très efficace, parfaitement calibré pour tenir en haleine. On parle d'un film juteux, pop, qui joue avec les codes du genre. Grande maison isolée, secret, porte qui se ferme, femmes en colère, révélation finale satisfaisante. Les performances d'Amanda Seyfried, Nina, et Sydney Sweeney, Millie, sont souvent saluées. Millie incarne une héroïne de classe populaire, vulnérable mais résistante, abîmée par la prison, prête à se battre pour sa survie. Nina bascule entre fragilité, dépression, manipulation et perversité apparente, jusqu'à ce que le twist nous oblige à relire tout son comportement. La mise en scène est décrite comme lisible et fluide, un malaise qui s'installe progressivement dans la maison, presque comme si les murs absorbaient la violence. Les critiques négatives. Ce qui revient souvent, c'est la prévisibilité du scénario. Plusieurs critiques disent qu'on devine assez tôt que Nina n'est pas la vraie méchante et que le mari cache quelque chose. L'adaptation est jugée très fidèle au roman, mais justement un peu trop confortable. Peu de prise de risque, des codes du thriller post-MeToo appliqués de manière presque scolaire. Certains reprochent aussi au film de souligner lourdement son message anti-patriarcal. Longue scène d'explication, dialogue explicite où tout est déballé, là où le malaise aurait pu passer par plus de non-dits. On lui reproche enfin ses facilités de scénario, la condition de la liberté conditionnelle de Millie qui la maintient dans la maison, la police qui ferme les yeux, la multiplication des rebondissements dans le dernier acte. Les spectateurs, eux, semblent plus indulgents. Beaucoup parlent d'un film addictif, même s'il rappelle d'autres œuvres du genre. Conclusion presse. Sur Rotten Tomatoes, le film obtient 74%. Et sur IMDb, il est proche du 7 sur 10, ce qui montre que le film est solide, mais pas iconique. Différence entre le film et le livre de Freda McFadden. Le film suit globalement très fidèlement le roman de Freda McFadden, mais plusieurs changements importants modifient le ton, certains enjeux psychologiques et surtout la fin. Scènes clés modifiées ou supprimées. Dans le livre, la petite Cecilia est gravement allergique au beurre de cacahuète et Nina ne prévient pas Millie. Millie lui prépare un sandwich, on frôle le drame, et Millie découvre qu'Andrew garde le beurre de cacahuète volontairement pour terroriser sa fille. C'est une première fissure majeure dans l'image du père parfait. Dans le film, cette intrigue d'allergie est quasiment absente, ce qui retarde et atténue le malaise autour d'Andrew. Dans le livre, Enzo a un rôle plus développé. Beau jardinier italien, figure un peu fantasmée, il participe davantage à l'ambiance soap thriller du roman. Dans le film, il est réduit au second plan, presque décoratif, ce qui recentre l'intrigue sur le trio Millie, Nina et Andrew. Dans le roman, Cecilia est plus présente et franchement antipathique, ce qui renforce l'idée d'une famille Winchester globalement dérangée. Le film adoucit un peu la fillette, on perçoit qu'elle a des problèmes, mais on ne va pas jusqu'à la faire détester par le spectateur. Le grenier et la violence infligée à Millie. Dans le roman de Freda McFadden, la violence est lente, presque invisible. Andrew ne frappe pas physiquement, il punit, il humilie, il enferme, il impose des rituels absurdes et cruels. La punition dans le grenier est psychologiquement tordue mais peu graphique. Andrew enferme Millie pour une histoire de livres mal rangés et lui impose de garder de lourds volumes sur le ventre pendant des heures. Dans le film, la scène est transformée en moments beaucoup plus visuels et choquants. Après avoir accidentellement cassé de la vaisselle familiale héritée de la mère d'Andrew, Millie est forcée de se mutiler avec un tesson d'assiette,
ce qui renforce le côté torture cinématographique. La découverte du vrai Andrew. Dans le livre, la bascule se fait par petites touches. Punition des livres, scénario sadique, climat de peur grandissant. Le film, lui, se réorganise et condense ces éléments pour que le moment où Millie comprend qui est vraiment Andrew soit plus spectaculaire et plus clairement signalé au spectateur. L'idée reste la même, le mari parfait et le vrai bourreau, mais le chemin pour y arriver est plus direct. Le rôle de la police. Dans le roman, l'enquêteur est un policier homme qui finit par couvrir Nina, comprenant qu'elle est victime de violences conjugales. Dans le film, ce personnage devient une policière, ce qui ajoute une dimension de sororité explicite. Une femme qui reconnaît une autre femme victime et choisit de la protéger. C'est un choix de mise à jour du discours. L'adaptation insiste davantage sur l'alliance entre femmes face au patriarcat. La fin, divergence majeure. C'est là que la différence est la plus forte. Dans le livre, Millie attache Andrew au lit du grenier. Il n'y a pas de grand affrontement final spectaculaire. La mort d'Andrew est à l'image de cette violence. Il meurt attaché, de soif, hors champ, dans une lente agonie qu'on ne voit même pas. C'est glaçant, mais discret. C'est la logique du roman psychologique. Tout se joue dans la tête, dans la durée, dans le non-dit. Le film, lui, fait un autre choix. Il prend cette violence diffuse et il la rend visible. Andrew s'est fait enfermer à son tour dans le grenier grâce à l'intelligence de Millie qui a réussi à retourner la situation. Mais Andrew sort vivant du grenier parce que Nina, croyant libérer Millie, le fait sortir. S'ensuit un affrontement final entre Andrew, Nina et Millie avec une scène spectaculaire qui justifie son châtiment dans un langage très cinéma. Nina et Millie maquillent ensuite la mort en accident, ce qui ajoute un twist de complicité féminine et une fermeture plus nette pour le spectateur. En résumé, le roman est plus insidieux, plus pervers dans sa lenteur, tandis que le film s'appuie davantage sur la souffrance corporelle pour marquer le public. Le film simplifie certains fils narratifs, renforce la violence graphique et la sororité, et propose un final plus frontal, une scène de tribunal symbolique. Le riche patriarche est jugé, condamné et éliminé sous nos yeux. Le film est pensé pour le grand écran. Les deux propositions sont intéressantes, mais ils ne soignent pas la même chose. Le roman travaille sur l'angoisse, le film, lui, travaille sur le besoin de justice. Mon point de vue. Je vais être honnête, je n'ai pas lu le livre, ni vu l'engouement sur les réseaux avant sa sortie. On m'a dit d'aller voir ce film car il en valait la peine. Et c'est ce que j'ai fait. Ce film m'a bluffé par son twist. Il m'a marqué par son malaise. Ce que j'ai aimé, c'est la lente inversion des rapports de force. Ce jeu de regard, cette tension qui ne repose pas sur le spectaculaire, mais sur l'intime. Est-ce qu'il réinvente le thriller ? Non. Est-ce qu'il tient en haleine ? Oui. Pour moi, sa vraie réussite, c'est sa lecture psychologique. Il montre que le pouvoir ne s'impose pas toujours par la force. Il s'installe par la narration. Et ça, c'est intelligent. Millie est une ex-détenue qui a tué un homme pour protéger quelqu'un d'autre, ce qui la place dans une position paradoxale. Coupable aux yeux de la loi, mais moralement liée à une forme de justice. Psychologiquement, elle vit dans un mode survie, accepter des humiliations, des injustices, des risques, par peur de tout perdre, donc par peur de retourner en prison. Combien de fois, dans nos vies, on reste dans une situation toxique parce qu'on se convainc qu'on n'a pas le choix.
Le film exagère cette réalité, mais il met en lumière un mécanisme très réel. Rester dans un environnement destructeur par peur d'un mal encore plus grand. Nina est présentée d'abord comme une bourgeoise capricieuse, presque caricaturale, qu'on n'a aucun mal à détester. Puis on découvre que cette folie est largement construite par Andrew. Enfermement, humiliation, menaces, manipulation de la mémoire, utilisation de son passé psychiatrique contre elle. C'est un cas typique de gaslighting. Faire douter la personne de sa perception, de ses souvenirs, de sa valeur, jusqu'à ce qu'elle-même se perçoive comme instable. La figure de la femme hystérique, irrationnelle, excessive, sert ici à cacher le vrai problème. Un homme qui contrôle, isole et torture psychologiquement. Tu peux relier ça à la manière dont certaines femmes, dans la réalité, finissent par se voir comme trop sensibles, trop dramatiques, parce que leur environnement leur renvoie cette image en permanence. Andrew est au cœur de la dynamique sans jamais se présenter comme un monstre au début. Il est charmant, calme, rationnel, protecteur, surtout comparé à Nina. C'est précisément ce qui le rend dangereux. Il utilise son image de bon mari pour couvrir son côté obscur, contrôler la narration de tout ce qui se passe dans la maison. La force du film, c'est de montrer comment le patriarcat fonctionne souvent. Pas seulement par la violence physique directe, mais par le contrôle de l'histoire qu'on raconte sur une femme. Elle est folle, elle exagère, elle invente. Cette phrase, dans le film, devient une arme. Mon verdict, Spoilix. C'est un top mesuré, un thriller efficace, bien interprété, qui mérite le visionnage si tu aimes les jeux psychologiques feutrés. Par contre, si tu cherches un twist révolutionnaire, tu risques d'être frustré. Mais si tu aimes les dynamiques toxiques analysées en profondeur, tu vas apprécier. La femme de ménage n'est peut-être pas le thriller le plus original du monde, mais il a une force. Il nous rappelle que derrière chaque maison parfaite, il peut y avoir une histoire qu'on ne veut pas voir. Et que parfois, la vraie question, ce n'est pas qui est fou ou folle, mais qui a intérêt à te faire croire que tu l'es. Ce film parle d'image. On vit dans une société où l'apparence vaut plus que la vérité. Les couples parfaits sur les réseaux, les maisons impeccables, les sourires en façade. Mais derrière chaque porte fermée, il y a une lutte invisible. Le film nous interroge. Sommes-nous les héros de notre histoire ou les figurants dans celle des autres? Psychologiquement, il explore la manipulation passive. Cette manière subtile d'amener quelqu'un à douter de lui-même. Et ça, c'est profondément moderne. Maintenant, je te pose la question. As-tu vu ce film? T'en as pensé quoi? Tu as vu le film comment? Comme un simple thriller domestique ou comme une critique sociale déguisée? Est-ce que pour toi, c'est un top ou un flop? Donne-moi ton analyse en commentaire. Le débat est ouvert. J'ai hâte de te lire. Et si tu aimes les films et séries qui te laissent plus de questions que de réponses, bienvenue dans mon univers. Clique sur le prochain épisode Spoilix, parce qu'ici, on ne regarde pas juste pour regarder, on résume, on critique, on tranche. À très vite sur Spoilix Movies.